Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence de Monsieur Frédéric Paul qui nous vient du Musée national d'art moderne Centre Pompidou en tant que conservateur et qui va aborder aujourd'hui le sujet de l'artiste islandais, excusez la prononciation, Hrein Friðfinnsson et donc avec le titre de cette conférence Contes et légendes de son imagination. À la toute fin de la conférence, on gardera un petit peu de temps pour un échange et donc je ferai passer un micro et ceux qui ont des questions, vous pourrez lever la main, etc. et interagir. Merci beaucoup. Je prends le oui. Alors, la conférence sera en islandais. J'ai eu la chance d'écrire sur Friðfinnsson à plusieurs reprises et on m'a gratifié un jour d'un traducteur formidable. Vous savez que l'Islande est un pays de lecteurs et j'ai été traduit par le traducteur attitré de Milan Kundera. J'en étais très flatté, mais je n'ai pas pu contrôler la traduction. Donc oui, Contes et légendes de son imagination, c'est Hrein Friðfinnsson au Festival de l'Histoire de l'Art. C'est un festival d'histoire et c'est un festival d'art par lui-même. Vous le découvrirez à mesure pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Je ferai très rapidement la canonique et très académique présentation d'un CV très raccourci, puisque l'homme a 78 ans aujourd'hui. Il est né en 1943, il vit à Amsterdam depuis 1971. Il fut, lorsqu'il vivait encore à Reykjavik, fondateur d'une galerie qui a été extrêmement importante pour promouvoir certains de ses compatriotes, mais également pour accueillir des artistes étrangers. Et les notables expositions institutionnelles, personnelles, sont les suivantes. Il y en a une actuellement au Centre d'art contemporain de Genève, qui voyagera ensuite à KW à Berlin, donc pour l'automne. Est-ce que je suis trop près ? Non, ça va ? Non, ça va ? Sinon précédemment, donc là on est en 2019, sinon précédemment en 2015 au Kunstverein d'Amsterdam, où il demeure donc. 2014, le très confidentiel Living Art Museum de Reykjavik. Enfin, une exposition qui l'a beaucoup surpris lui-même, parce qu'il était soudain sous les phares d'une actualité qu'il ne connaissait pas. Exposition en 2007 à la Serpentine Gallery. Et un peu plus tôt, donc, 2002, exposition au domaine de Kerguenek que j'avais l'honneur de diriger à cette époque. Sans oublier, là je cite les expositions institutionnelles, sans oublier bien sûr le soutien permanent qu'apporte à cet artiste ces quelques galeries, notamment en France, la galerie Bama initialement, puis la galerie Papillon, toujours aujourd'hui, mais également Nordenijk à Berlin et I8 en Islande, à Reykjavik. Autre participation notable de l'artiste à de grandes manifestations, le Sculpture Project de Münster, donc en 2017, et vous verrez ce qu'il y a réalisé. Une participation en 2012 à la Biennale de São Paulo et en 1993, pavillon islandais de la Biennale de Venise. Bref, vous l'avez compris, Hrein Friðfinnsson est un artiste très important, mais un artiste rarement montré, un artiste assez secret, et qu'il l'est dans son œuvre pour commencer. Voilà, pour commencer justement, en exergue, une phrase, plutôt un bout d'entretien que j'ai pu avoir avec lui il y a quelque temps et qui me semble bien poser plusieurs problématiques toujours présentes dans son œuvre, à savoir la question du hasard et du choix, cette espèce d'alternative, d'antagonisme entre les deux notions que lui lie complètement. Donc, la citation est en anglais, mais je la traduis rapidement, enfin c'est un anglais assez sommaire de toute façon. Lorsque vous me demandez, en l'occurrence c'est moi qui l'interrogeais, lorsque vous me demandez quelle est la part du hasard dans mon travail, Friðfinnsson prend l'exemple de ceci, ce qu'il appelle paintings ou clearing. Donc, je prends donc l'exemple des paintings, dit Friðfinnsson. Je collecte, je récupère
ces sticks en bois, ces petits bâtons en bois, l'occasion de mes promenades à Amsterdam, les premières ayant été trouvées donc tout à fait par hasard près d'un artisan qui produit de la peinture à la demande, et qui sont donc des éléments qui servent à mélanger les couleurs. Les objets chez Frid Finson sont souvent collectés, mis dans un tiroir, oubliés, et puis rejaillissent avec une sorte de grâce et de nouveauté au fil des années. Et chez lui, très souvent, cette grâce du hasard est liée à une mise en ordre, donc parfois différée, qui est assez géométrique et qui prend souvent la forme du quinconce. Donc voilà. Donc je lis donc à nouveau la fin de cette citation. Le rôle, l'importance du hasard est cruciale, mais comme l'est aussi cruciale l'importance du choix. Et voilà. Donc je crois que c'est assez important de signaler ça dans son travail, de dire que la perte de contrôle et la volonté de remettre les choses en ordre sont réellement au cœur de sa problématique, qui est extrêmement poétique. Alors donc, voilà, une pratique, comme vous le voyez sur cette image, l'œuvre intitulée Clearing, qui ne s'est pas toujours intitulée comme ça d'ailleurs, est datée de 91 à 2013. Dans une version ultérieure, évidemment, elle sera datée 91-2019, par exemple. En tout cas, tant que l'artisan voisin de l'artiste produira ses couleurs avec cette technique. Et donc, ce travail d'installation peut être perçu de deux façons, soit comme un environnement, soit comme ceci, c'est-à-dire de plus près, en vision rapprochée, comme un accrochage en archipel de tableaux, soit comme ceci, c'est-à-dire un tableau. Chaque stick de peinture est un tableau en soi, et j'en donne pour preuve toute différence entre une peinture et l'autre. Voilà. En préparant cette conférence, j'ai rebrassé avec beaucoup de plaisir des images de l'artiste, sur lesquelles j'ai donc pas mal travaillé, mais avec lesquels j'avais perdu un petit peu le contact, sinon téléphonique, puisque Rin me téléphone pratiquement tous les 15 jours. Et en rebrassant toutes ces images, m'est venu avec une sorte d'évidence un certain nombre de thèmes qui reviennent très régulièrement dans son travail. Et c'est assez amusant lorsqu'on prend, on va dire, momentanément congé avec un artiste qu'on aime et qu'on admire, de voir que le temps qui passe sur le travail de l'artiste vous rafraîchit la mémoire, en fait, et vous permet de réaborder différemment son œuvre. Et donc les quelques mots que j'ai notés tout à fait au hasard, pour le coup, sont les mots suivants, vous les voyez comme moi. Mots croisés, je vais vous expliquer. Animisme, vous comprendrez bientôt. Quinconce, j'en ai déjà parlé. Ligne, c'est un prolongement du quinconce. Le ressassement, parce qu'effectivement, Frid Finson est de ces artistes qui, un peu comme Giovanni Anselmo, le grand artiste italien, travaille à partir d'un nombre particulier d'idées qu'il réexamine, qu'il remet en lumière et qu'il, réinvestit au fil des années. Autre mot très important, mais lié plutôt à la matériologie, le verre, le miroir, le spectre en verre, le spectre diffractant, l'invisibilité, qui est aussi liée à cette question de la poésie visuelle chez lui. Est-ce qu'une œuvre plastique doit disparaître parce qu'elle est poétique, par exemple? La question du déplacement qui doit être posée dans le temps comme dans l'espace, c'est très important chez lui. Quelques pièces d'angle, ça c'est extrêmement descriptif, une sorte d'obsession de l'angle chez cet artiste. Le mot sphinx qui est un peu fort ici, mais c'est vrai que la part énigmatique du travail lui est absolument consubstantielle. La notion d'abandon et d'écart. Pour illustrer cette liste dont vous avez surtout observé qu'elle se terminait par des points de suspension, donc elle ne se termine pas,
Je cite un exemple. Le texte que vous voyez ici, texte très court, qui est un texte de citation, est un texte qui a été justement présenté lors de l'exposition que Frid Finson a eue à la Serpentine. Et c'est un texte qui nous plonge évidemment dans l'imaginaire nordique, même l'imaginaire des sagas. C'est un texte issu d'un livre daté de 1125 et qui dit, mais vous le lisez par vous-même, je ne me permettrai pas de prononcer le prénom ni le nom du protagoniste. En tout cas, cette personne rêva qu'il était éveillé, mais tous les autres étaient endormis. Puis il rêva qu'il s'endormait et tous les autres se réveillèrent. C'est parfaitement un autoportrait de l'artiste. Tout à l'heure, je vous disais, dans ma liste de mots-clés, je suis passé un peu vite sur les mots croisés. Alors les mots croisés, c'est une chose qui justement est entachée d'invisibilité maintenant. Frid Finson m'a plusieurs fois demandé de retrouver des définitions de mots croisés que nous avions utilisées à l'occasion d'une exposition. Lui-même n'avait pas pris soin de les noter, et donc c'est un exercice auquel nous sommes adonnés plusieurs fois. Il faut s'imaginer que ces définitions de mots croisés, bon, elles ont toujours forcément un caractère énigmatique en soi, mais elles prennent un caractère encore peut-être pas plus énigmatique, mais en tout cas plus fantomatique, lorsque, comme il l'avait fait, il les compose avec des lettres adhésives argentées, réfléchissantes, qui perdent donc presque toute visibilité selon la lumière changeante, et qu'elles sont donc comme ça hors contexte. Une courte définition de mots croisés, et où va-t-on ? C'est une des choses, alors j'avoue, c'est pas pour en rajouter sur l'invisibilité, je n'en ai pas retrouvé ces fameuses définitions de mots croisés que Rin avait eu la formidable idée de présenter à l'occasion d'une exposition. Mais essayez d'imaginer, et c'est peut-être très bien comme ça de ne pas les avoir sous les yeux, essayez d'imaginer une définition de mots croisés sur une vitre quasi invisible, et où nous mène cette définition. Voilà, maintenant j'entre dans une présentation qui est beaucoup plus thématique, mais qui n'est pas chronologique, comme vous allez le voir, en tout cas qui ne peut pas l'être parce que des boucles se sont créées en permanence dans le travail de Frid Finson. Donc j'ai intitulé cette première catégorie, ce premier chapitre, domesticité, j'aurais pu l'appeler plus simplement chez soi. Et on commence avec une image qui est évidemment très allégorique, très grandiloquente, parce que le travail de Frid Finson allie l'invisibilité parfois avec une certaine grandiloquence. Et c'est une image dont je me souviens de l'avoir découvert pour la première fois à l'occasion d'une exposition qu'avait faite Frid Finson lors d'une des toutes premières expositions du Centre d'art du Magasin à Grenoble. Et donc cette révélation si efficace de la géométrie me paraît assez formidable, de la spiritualité aussi par la même occasion, et puis aussi cette question de l'attente qui est si présente chez lui, 7 fois, donc 7 fois comme 7 jours de la semaine, et comme le chiffre 7 et a une très forte charge symbolique, évidemment. Donc après cette œuvre-ci, qui est, on va dire, quasi mystique, on va passer à une œuvre qui est, elle, et au contraire très prosaïque. Voilà. Une œuvre qui va me permettre de citer un petit texte de Frid Finson lui-même. Alors c'est une œuvre qui date, selon, parce que Frid Finson n'est pas d'une grande précision, qui date selon donc de 64 ou de 65. Donc le texte que je vais vous lire, la date de 64. Cette année-là, comme cela m'arrivait assez souvent, je suis passé chez mon ami Jon Gunnar Arnason. À cette époque, il était en train de rénover sa maison et avait enlevé les portes pour les remplacer par des neuves.
Une de ces vieilles portes était appuyée contre un mur. J'ai demandé si je pouvais la prendre. Je l'ai rapportée dans mon immeuble, plutôt rudimentaire, où elle est restée dans les toilettes. Tout l'hiver, je l'ai regardée en me demandant si je devais la laisser telle qu'elle ou en faire quelque chose. Ensuite, sans raison précise, je m'arrête une seconde, mais vous voyez cette phase de sédimentation qui est toujours très 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 présente chez lui. Vous verrez que la plupart des œuvres portent plusieurs dates. Une date, la première inspiration, et ensuite la date de réalisation finale ou d'actualisation. Bref, tout l'hiver, je l'ai regardé, etc. Ensuite, sans raison précise, j'ai décidé de faire un trou dedans à coups de pied. J'ai peint les débris de couleurs primaires, je les ai laissés pendre à la porte, ainsi vandalisés. Par la suite, un de mes amis m'a demandé s'il pouvait me l'acheter, même s'il n'avait pas de quoi payer, ce qui n'était pas étonnant parce qu'à cette époque, nous étions tous fauchés. J'ai dit oui, car je l'aimais beaucoup. La traduction est assez imprécise. Aimait-il beaucoup son ami? Aimait-il beaucoup la porte? Peu importe. Des années plus tard, je lui ai demandé où était la porte. Il m'a répondu « Oh, il y a longtemps que je l'ai jetée ». En 92, j'ai fait une reconstitution de cette pièce pour une rétrospective à Amsterdam. C'est celle-ci qui est exposée régulièrement depuis. Voilà. Je trouve que c'est une pièce qui, évidemment, marque le début d'une carrière d'artiste. C'est une pièce qui, en même temps, parle d'amitié, d'une certaine violence, d'une délicatesse en même temps. Et c'est une œuvre qui présente ce caractère assez fantomatique. Voilà des détails. Elle n'est pas sans évoquer, évidemment, dans l'histoire de l'art, un certain nombre de noms. On peut penser à Bourri, évidemment, et à quelques autres. Et voilà Frits Finson, donc en 64 ou 65, au travers de la porte originale. Nous sommes dans le chapitre chez soi ou domesticité. Maintenant, franchissons la porte et entrons. Où entrons-nous? Je parlais de la part mystique. Nous voilà dans le sanctuaire. Ça tombe bien, nous sommes dans une chapelle. Ce sanctuaire, donc, voilà, il est encore daté 97-2014. Donc, c'est une œuvre qui est régulièrement actualisée. Quel intérêt de conserver un carton quand on peut effectivement renouveler le geste? Et Sanctuary prend d'ailleurs plusieurs formes au fil des années, plusieurs couleurs. Ici, donc, ce fond vert et une autre version plus récente, donc plus littéralement carton, emballage, mais qui est, donc s'intitule Source, et qui est couverte, on le voit sans doute mal à distance, non pas d'un fond coloré, mais d'une feuille brillante, réfléchissante, qui est une feuille qu'a sélectionnée de façon assez particulière l'artiste, de façon assez précise l'artiste, une feuille de palladium. Voilà. Donc on passe d'un matériau on ne peut plus ordinaire à un matériau au contraire assez recherché. Et c'est la même chose qui va se produire avec l'image suivante. Je parlais de l'alternance entre une certaine grandiloquence et une quasi-invisibilité ou quelque chose de presque trivial. En voilà un bon exemple. Donc cette œuvre qui procède également du quinconce, du triangle, est une œuvre qui s'intitule, alors vous la voyez très mal mais je vous rassure, suit un détail, mais je retiens un petit peu mes effets. Cette œuvre s'intitule Un palais, donc elle est datée de 90-2014 et elle est constituée de ceci, d'éléments de grillage à poules. Voilà, un poulailler, c'est un palais. C'est une sorte de palais en tout cas. Donc on retrouve cette manière de jouer avec la géométrie chez lui, la géométrie inhérente aux matériaux, qui est une géométrie qui lui rappelle aussi la géométrie géologique, la géométrie cristalline, et qui le mène donc vers ce genre de constructions qui peuvent prendre des variantes assez différentes. Donc un palais, et j'ai laissé l'erreur qui suit à dessein, et puis vous comprendrez.
Voilà, par hasard, je vous ai déjà montré cette image, mais avec une fausse légende cette fois-ci, mais cette image-là, donc, qui s'intitule 7 fois, on peut bien la voir 2 fois. Donc maintenant, après un palais, il suffit d'enlever une lettre et nous passons à a place, a palace and a place. Maintenant, un endroit. Alors c'est une œuvre qui est très typiquement une sorte d'autoportrait indirect de l'artiste. C'est une œuvre que lui-même décrit d'une façon intéressante, mais assez mensongère. Et c'est assez amusant, ce glissement justement de l'information mensongère à la fiction chez lui. Bref, je vous montre, il s'agit d'un diptyque, je vous montre les 2 images du diptyque. Vous n'avez pas vu beaucoup de différence. La seule différence, c'est la légende qui est rédigée sous les 2 tirages. Donc la première image est légendée, voilà, comme vous le lisez, un endroit pour l'échec et la déception, a place of failure and disappointment. Et la suivante, voilà, un endroit pour l'espoir et pour, on va dire, l'improvisation dans son cas. Et je vais lire maintenant le court texte de Frid Finson décrivant cette œuvre. Cette pièce se compose de 2 photographies du même lieu qui est à la fois mon salon et mon espace de travail. La première a été prise à un moment où j'étais assez insatisfait de ma situation et de ma production, ce qui est assez fréquent. J'ai donc décidé de photographier ce lieu et de quitter l'appartement dans cet état d'esprit. Je suis allé me promener jusqu'à ce que mon humeur change, jusqu'à ce que je ressente l'impatience d'aller me remettre au travail. Je suis revenu et j'ai photographié à nouveau l'espace. De façon symbolique, c'est devenu un autre lieu parce que mon rapport à lui n'était plus le même. Un peu mensonger parce qu'il s'agit de la même image. Mais voilà, l'histoire est trop belle pour s'en priver et pour ne pas l'entourer justement de cette marge de fiction. On est donc en 75 et je passe tout à trac, comme je vous dis, je fais fi de la chronologie et l'œuvre de Frid Finson est faite de boucles. On finira d'ailleurs par des boucles. Et je passerai donc à cette œuvre magnifique, merveilleuse, d'une mélancolie assez particulière qu'il intitule Movement, donc, et qui procède de 2 vues du même atelier, donc avant et après travaux. Donc un atelier très encombré, voilà, et puis un atelier vide sur lequel on aperçoit l'artiste dans une position assez prostrée. Et un certain nombre d'années plus tard, un artiste voûté, donc assis sur cette chaise. Les 2 légendes qui sont ici superposées sur cette diapo sont distinctes. La première donc figure en dessous de l'atelier en désordre, et la suivante sur l'autre, en dessous de l'autre. Et donc ces deux textes en fait se poursuivent et appartiennent à un livre qui a une histoire. Il y a toujours beaucoup d'histoires chez Frid Finson, des histoires intimes qui arrivent à être transmissibles, d'autres qui sont, universelles. Celle-ci, c'est l'histoire d'un livre que Frid Finson, qu'un ami de Frid Finson lui a donné il y a un certain nombre d'années, livre qu'il a toujours conservé, lecture tout à fait homéopathique, selon lui, mais encore une fois, quelle est la part de fiction, quelle est la part de mythologie. L'artiste dit toujours qu'il reprend ce livre à chaque fois qu'il revient de voyage. Et là, en l'occurrence, donc, entre ces 2 espaces si différents, qui sont pourtant les mêmes, du temps a passé, bien évidemment, mais c'est le même bout de texte qui se poursuit, un même bout de texte qui évoque le mouvement qui a donné son titre à l'œuvre. Donc, une voiture passa, c'était un moteur de Mercedes, dis-je automatiquement, et puis une autre.
Et voilà, donc, et là, l'autre personnage identifie le moteur d'une Lancia, un son splendide, écoute, écoute. Et puis le son disparu dans le lointain. C'est un extrait d'un texte de Éric Maria Remarque, écrivain très important, puisque c'est un écrivain pacifiste qui donc résonne d'une façon particulière dans l'itinéraire de cet artiste. Donc après Movement, je n'ai pas résisté à la tentation d'intituler le chapitre suivant Déplacement. Encore une fois, ces déplacements temporels comme géographiques. Et je vais illustrer ce chapitre avec assez peu d'images, en fait, avec assez peu d'œuvres, et en fait avec des variantes, tout précisément, justement. Comme celle-ci, une œuvre qui s'intitule On the Move. Je vous rappelle qu'on est au chapitre déplacement, hein, donc je suis scrupuleusement le synopsis. Et alors à distance, je pense que vous ne pouvez peut-être pas trop voir de quoi il s'agit, et ça n'est pas trop gênant pour le moment. Ce que vous allez maintenant découvrir, c'est une variante de la même œuvre, une variante dont la photo de gauche reste la même, mais dont la photo de droite est différente. En vérité, que se passe-t-il entre ces deux images? C'est qu'un même texte très court qui dit « sooner or later », tôt ou tard, et sur la photo de gauche, donc, qui reste sur les deux diptyques, gravé tel un Ian Hamilton Finlay sur un rocher, dans la nature, dans une temporalité qui est longue, s'imagine-t-on, et dans l'autre cas, sur un mur trouvé dans une ville et écrite à la craie, donc là dans une temporalité extrêmement courte, tôt ou tard. Voilà comment les choses se passent. Et donc, je vous livre la solution de l'énigme. La voici. Donc, le sooner or later vous apparaît peut-être un peu plus clairement ici, au centre de cette pierre qui a été gravée sur une photo qui elle-même a peut-être été retouchée. Donc, la photo a été certainement retouchée. La pierre a-t-elle été réellement gravée? Voilà. C'est le même effacement. Et cet effacement m'amène à vous montrer ceci, bien sûr, le fruit du travail, le fruit de l'effacement, ces copeaux de crayon, de taillure de crayon, donc de 2004. Alors, c'est littéralement une pièce à laquelle l'artiste pensait depuis assez longtemps, une pièce à laquelle il n'a jamais donné une forme réelle. Je ne veux pas dire que l'amoncellement est informe ni complètement aléatoire, mais bon, il est probable que d'autres variantes adviennent dans un avenir assez proche. Alors là, à court d'idées, j'ai appelé la section suivante manifeste. Mais bon, n'en voulez pas, je vous en prie. Il s'agit d'une œuvre qui est entrée très tôt dans les collections du Musée national d'art moderne, en l'occurrence du Centre national d'art plastique, ou plutôt du Fonds national d'art contemporain, et ensuite a été versée au Centre Pompidou. Important de dire que Frits Finson a participé dès 1977, année d'ouverture du Centre Pompidou, à une exposition qui s'intitulait Ça va, ça va, et qui réunissait 3 ou 4 artistes nordiques, dont deux islandais. Et c'était évidemment l'invitation de Pontus Hultén. Donc voilà, vous allez voir un certain nombre d'images très proches les unes des autres, sans qualité photographique particulière, qui sont toutes légendées. J'aurais dû garder ça pour la fin, mais tant pis, l'effet de surprise est perdu. 5 portails pour le vent du sud. Voilà, vous les distinguez, ces portails. Parfois, ils sont proches les uns des autres. Le silence lui va très bien. Un peu parfois systématique. Certains de ces portails sont photographiés face et arrière, mais la systématicité chez
chez Frid Finson n'est pas systématique. Voilà, donc celle-ci embrasse 3 portails, donc tous orientés selon le vent du sud, et la série de 14 images, il y en a 14, est accompagnée d'un texte, on dirait aujourd'hui un certificat ou un statement, un texte, un poème, que vous allez pouvoir lire, et je vais pouvoir me taire, sauf si vous n'arrivez pas à le lire. Vous n'arrivez pas ? Bon, alors tant pis, vous allez devoir compter sur moi. Donc 5 portails pour le vent du sud. L'idée est née au printemps 1971, mais les portails ne furent pas construits avant la fin de l'été 72. Ils sont situés dans une partie isolée de la côte sud de l'Islande. Ils furent construits pour ne s'ouvrir qu'au vent du sud. Les photographies furent prises le jour même où les portails étaient placés. Une journée maussade et pluvieuse où le vent soufflait du nord. Je ne les ai pas revus depuis. Il y a toujours cette dimension mélancolique, un petit peu, et humoristique derrière l'approche de Frid Finson. Je crois que c'est... Voilà, j'ai intitulé ce chapitre Manifeste. Il y en aurait d'autres. Vous verrez un petit peu plus tard une autre série d'œuvres qui mériterait ce titre ou ce sous-titre. Là, quelques banales, je veux dire, la notion est banale, quelques œuvres particulières qui ont trait à sa relation à l'Islande, qui est cette autre part donc, qu'il photographie en 98, bien sûr, Frid Finson, comme vous l'avez vu précédemment, est un artiste, mais pas un photographe. Ses photos ne présentent pas une qualité photographique particulière. Là n'est pas la question. Simplement, cette photo qui pourrait être de l'Islande ou de toute autre part a un pouvoir évocateur qui est tout à fait suffisant, on va dire. Alors, après cette vue donc vraisemblable de l'Islande, une vue... Alors, ce n'est pas une photographie, un frottage, donc l'héritage surréaliste du frottage, etc., un frottage de la montagne Sainte-Victoire. Et c'est pour cette raison que je parlais d'une certaine forme d'animisme, manière de conserver l'esprit d'un lieu, l'esprit d'une personne, d'un être vivant, à travers le contact avec les choses. Et donc, voilà, Frid Finson, dont on ne peut pas dire qu'il est particulièrement cézannien, a fait le pèlerinage de la montagne Sainte-Victoire et on a rapporté plusieurs frottages comme ceci. Et la chose amusante, donc il s'agit de 98, c'est un frottage quand même assez tardif, un pèlerinage assez tardif pour un artiste qui avait déjà une certaine expérience. Vous allez voir qu'il ne vient pas tout à fait de nulle part et pas seulement de Cézanne. Donc en voilà un autre. Alors on peut préférer celle-ci ou celle-là. Ce sont les mêmes, c'est équivalent. Voilà. Et voilà qu'en 83 déjà, Frid Finson procède au même travail de frottage sur des roches de cette Islande natale. Et il donne à cet ensemble qui donc allie photographie et frottage, donc des vues toujours à distance de ce pays. Je n'ai pas d'autres images à vous montrer pour le moment, mais bon, je crois que c'est assez éloquent comme ça. Il donne à cet ensemble qui est présenté comme ça en archipel un titre. Je n'en ai pas parlé avec lui, donc c'est une très libre interprétation qui m'évoque cris et chuchotements. Voilà. Cliffs, c'est tout à fait autre chose, mais Whispers, on est sûr que ce sont des chuchotements, en tout cas. Voilà. 83. Alors, je dirais que ceci est un contre-exemple, puisque lorsqu'on parle de poésie visuelle, lorsqu'on parle de poésie tout court, la question de la métaphore et la question du cliché n'est jamais tout à fait loin. Je dirais que dans le cas particulier, Frid Finson
va jusqu'au cliché. Ça n'est absolument pas l'œuvre de Frid Finson dont je me souviendrai, mais il passe par là et on peut la montrer. 2 versions existent, donc une version photographique et une version vidéo qui montre les pages de ces livres abandonnés sur cette terre volcanique, terre de lecteurs, terre de littérature, terre des sagas, et une œuvre qui est presque trop pleine de son sujet. Nous sommes toujours dans le paysage, toujours dans l'ordonnancement géométrique, et voilà donc une pluie verticale tombée de ces cristaux que Frid Finson trouve chez un brocanteur et qu'il va, là encore une fois, abandonner dans un tiroir pendant de nombreuses années avant d'en faire ces variations que vous découvrez ici et qui sont, il faut l'imaginer, dans un espace d'exposition quasi invisible. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de manifeste. Le manifeste de Frid Finson, nous y voilà. On a parlé de domesticité, mais je n'ai pas mis ça dans la domesticité. Là, j'ouvre un grand chapitre. J'ouvre un grand chapitre puisque c'est un chapitre qui nous mène de 1974 à 2017. 1974, avec cette maison qui est plantée dans un paysage typiquement islandais, paysage donc volcanique. Maison, je vous montre tout de suite une deuxième image, qui a cette étrange particularité d'être tapissée à l'extérieur, d'être en quelque sorte habitée à l'extérieur. Et là, je vais lire le texte de Frid Finson, qui vient, en tout cas partiellement, avec l'œuvre en question. Dans le livre « Aristocratie islandaise » de Þórbergur Þórðarson, publié en 1938, beaucoup plus récent, il est question d'un homme du nom de Solon Gudmundsson, un aristocrate, entre guillemets, qui vivait dans une petite maison dans un village de pêcheurs au nord-ouest de l'Islande. C'était un homme très accueillant et sa maison servait de gîte à de nombreux autres aristocrates qui n'avaient ni domicile fixe ni véritable position dans la société, mais avaient choisi la liberté et la mobilité pour mieux profiter et apprendre de la vie. Vous avez décodé, il s'agit d'un portrait d'artiste. Solon Gudmundsson était un homme aux multiples talents. Il s'était familiarisé avec la plupart des métiers de la mer et de la terre. Entre autres, c'était un bon charpentier. Solon était connu pour être un original. Il était resté très enfantin, il aimait jouer. Lorsqu'il commença à se faire vieux, il vendit sa maison et se mit à en construire une nouvelle. Sur une classique ossature en bois, il fixa des plaques de tôle ondulée, mais dirigées vers l'extérieur. Solon voulait construire une maison complètement inversée, à savoir mettre la tôle ondulée à l'intérieur et le papier peint à l'extérieur. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait avec un petit sourire. Le papier peint sert à flatter le regard, mon ami. Alors il est raisonnable de l'avoir à l'extérieur, où davantage de gens en profiteront. Donc l'œuvre a été produite en 1974. Je pense qu'il l'a laissée dans le même état d'abandon que les portails pour le vent du Sud. Et j'ai assisté à sa résurrection en 2007, lorsque Frid Finson, songeant toujours à cette œuvre initiale à laquelle il est très associé, maintenant, c'est un peu l'œuvre signature, lorsque donc Rin a voulu retourner encore la maison, lui redonner justement la dimension de cette petite cabine qui est décrite dans le texte, cette petite maison typiquement islandaise. Et Rin a eu cet humour encore d'appeler cette deuxième maison second house, qui est très naturelle, mais qui se traduit par résidence secondaire. Ce que je trouve très, très beau. Et la maison en question est en Bretagne. Donc elle a été construite en 2007. Donc en 74-2007, il y a un saut très important, mais électrisé en quelque sorte par cette aventure. Rin eut l'idée de revenir, sinon sur les traces de la maison ancienne,
en tout cas dans un endroit assez proche, et il y réalisa 7 constructions, à savoir cette ossature seule, cette ossature qui est à nouveau perdue et peut-être à l'épreuve justement de la consomption, de la détérioration, dans cette forme de squelette de maison. Donc ça, c'est la 3e maison, donc de 2013. Et une 4e maison a été réalisée lors, précisément, je vous le disais tout à l'heure, de son invitation au Sculpture Project de Münster, donc par Casper Koenig, en 2017. Et même chose, l'ossature, sauf que l'on revient au mot croisé que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que cette ossature-là est réalisée dans un acier inoxydable poli, qui a un effet miroir, qui fait que sans lumière particulière, disons sans lumière intense, l'œuvre disparaît complètement sous les yeux des passants. Donc vous en voyez 2 images. Le photographe s'est évidemment échiné à la montrer, c'était la moindre des choses. Mais il faut imaginer que cette maison, après avoir été réinventée, disparaît à nouveau en 2017. Et l'effet miroir, on va en parler un petit peu, je parlais de boucle, j'ai bientôt terminé. L'effet miroir, c'est quelque chose d'assez présent, mais appartenant à plusieurs thématiques chez cet artiste. Très littéralement dans cette œuvre qu'il intitule Intérieur, on peut revenir au chapitre précédent, Intérieur, où effectivement 2 miroirs se font face à face et se renvoie une image qui n'est pas anodine, vous ne la voyez pas ici, mais c'est l'image d'un petit bibelot qui traîne là et qui est un angelot. Cette œuvre-là, qui est d'une efficacité absolument redoutable, cette œuvre qui existe d'ailleurs dans 2 versions, une version où n'existe que la photo de gauche, et puis donc cette version en diptyque qui est tout à fait remarquable et qui est vraiment une sorte de mise en abîme du miroir, et puis évidemment quelque chose qui n'est pas sans vous rappeler, j'imagine, un certain geste dans une certaine fresque. Enfin, l'effet miroir peut être servi par du miroir, par du verre et par des objets particuliers que l'artiste réalise. Il a réalisé en particulier un certain nombre d'œuvres à l'occasion de résidences au Centre du Verre d'Aix, qui est maintenant à Marseille, le CIRVA. Et il a notamment réalisé cette chose. Alors, il va falloir que je vous montre plusieurs images pour que vous compreniez cette chose, parce que c'est une chose qui se révèle pas facilement. C'est une sorte de trompe-l'œil. Donc, cast, moulage, donc moulage des mains de l'artiste, des mains jointes comme jointes pour conserver de l'eau, effet miroir si on veut. Regardons sous un autre angle maintenant. Donc, cet effet d'inversion qui est lié au fait que donc la partie supérieure que l'on voit comme convexe est en fait plane et parfaitement transparente, et donc avec cet effet de redoublement lié au miroir qui est présenté en dessous. Donc c'est une œuvre qui est assez, on va dire, maniériste, mais qui est assez étrange, ce phénomène de trompe-l'œil. On retrouve quelques jeux de miroir comme avec cette œuvre-ci qui, vous avez vu dans ma liste de mots tout à l'heure, je parlais de pièces d'angle, beaucoup de pièces d'angle, j'en ai pas retenu beaucoup, vous n'en verrez que 2 finalement dans ce diaporama. Et donc cette œuvre qu'il intitule Singness, chose en soi, choséité, avec ce phénomène donc d'angle réfléchissant, avec un nouveau cube placé à l'intérieur et qui se démultiplie. Cette autre œuvre réalisée au CIRVA, donc une vasque, un quart de vasque en l'occurrence, qui est présenté dans un angle et qui placé dans l'angle atteint à la complétude, comme cet autre, placé dans un autre angle, saillant celui-ci, et qui donc procède
de cette même solution de réflexion. Pour finir, si on peut y arriver, c'est maintenant que je mettrai volontiers le Wi-Fi pour vous montrer une très très belle pièce qui est présentée donc actuellement dans l'exposition donc de... Oui, allez-y. Bon, alors je vais mettre votre imagination à contribution et ce sera très bien comme ça. L'œuvre en question est sans titre, avec un sous-titre qui est Twin. Elle date de 2011 et elle consiste en un plan fixe sur une table blanche sur laquelle l'artiste déroule très lentement des bobines de fil à coudre, dont la première est blanche, donc disparaît plus ou moins à mesure qu'il pose le fil et déroule cette bobine de fil. Ça dure environ 20 secondes. Deuxième bobine de couleur, mettons bleu, là je ne me souviens plus de l'ordre exact. Donc, même rituel. Il faut imaginer que le processus est aléatoire, c'est-à-dire que lorsque le fil repose sur la table, l'artiste débobine la bobine et le dessin se fait de lui-même. Donc cet entrelac magnifique, d'une grâce parfaite, se fait de lui-même. Voilà, ainsi de suite pendant quatre bobines. Est-ce que bobine d'ailleurs, il pensait cinéma, je ne sais pas. Donc de couleurs différentes et la séquence finale laisse se superposer les différents fils de couleurs et donc on a ce magnifique paysage d'entrelacs de couleurs. Chaque séquence se terminant à chaque fois sur la pose de la bobine sur la table en question. Vous ne l'aurez pas vue, essayez de la retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Paul, pour cette passionnante conférence et qui aura su, j'espère, pour vous comme pour moi, stimuler notre imagination. C'est ainsi qu'elle s'achève. Il nous reste 5 minutes si une ou deux personnes souhaiteraient poser une question pour échanger. Et je passerai en fait pour donner le micro. Allez. Merci. Et je pensais notamment aux maisons, les différentes maisons qui peuvent exister et les traces qu'il en reste ou non, du fait que la photo est la dernière trace. Est-ce qu'on peut parler de performance ou d'œuvre conceptuelle à la fin, puisque le résultat reste la photo et c'est ce qui est conservé en musée, j'imagine. Alors, d'œuvre conceptuelle, oui, comme pour toute œuvre d'art. Des conceptuels, on va dire, orthodoxes, pour leur disputer l'exclusivité de ce terme. Tout art est conceptuel. Bon. Mais je pense que le travail de Frid Finson est un travail qui passe par la photographie parfois, mais la photographie n'est qu'un transmetteur dans cette histoire. Voilà. Des performances, oui, la dimension de performance. D'ailleurs, cette dimension de performance aujourd'hui prend un tour particulier puisque Frid Finson collabore avec un jeune artiste suédois qui souvent justement intervient directement dans ces films. Je pense que le film des bobines d'ailleurs a été tourné par ce jeune artiste suédois. Et cette dimension de la performance elle est liée à son background, à son histoire personnelle, à ses liens avec des artistes comme Dieter Roth, des artistes donc liés à Fluxus. Donc elle est effectivement présente, mais elle est toujours, on va dire, dématérialisée, comme on a tendance à le dire pour l'art conceptuel en général, c'est-à-dire qu'elle est toujours mise à distance. Lui-même ne se met pas en scène vraiment très franchement ou de façon très elliptique. Voilà. Donc les maisons sont appelées à disparaître, mais je trouve que vous avez vu tout à l'heure le certificat qui accompagne les portails pour le vent du Sud. La dernière phrase est
somptueuse. C'est vraiment une phrase qui prête à rêver, vraiment. Et je crois que cette part du rêve, elle est évidemment très prépondérante dans son travail.